Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Insécurité au Mali, quelle stratégie adoptée contre les attaques? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nous avons trois invités sur ce plateau. Dr Ali Tunkara, sociologue et directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Daouda Akinda, politologue, et Aboubakar Abdoulahidou Amaïga, enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. À la présentation, Imrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Monsieur Kinda, dites-nous, qu'est-ce qui explique selon vous cette recrudescence d'attaques contre les forces armées maliennes? La recrudescence des attaques qui s'opèrent actuellement sur le terrain, on peut dire que ça a pris une courbe un peu ascendante actuellement avec notamment l'explosion de la pandémie du Covid-19 qui a occasionné la fermeture des frontières. Cette fermeture des frontières, malheureusement, a entraîné beaucoup de situations de disette économique dans certaines zones frontalières, notamment la zone des trois frontières. Il y a un rapport en ce sens qui dit que le taux d'augmentation en ce qui concerne les denrées de première nécessité dans ces zones ont grimpé de 30 jusqu'à 40%. Et la transhumance, l'élevage, c'est l'un des maillons essentiels de ces zones. La transhumance des bétails et autres a diminué, notamment avec la fermeture des frontières. Ajouter à cela, il y a une sorte d'engrenage, si on peut dire, de vase communicante entre la situation qui prévaut dans ces zones, notamment la zone du Liptako-Gourma, où le plus grand nombre des attaques peut être enregistré, et beaucoup d'autres situations, notamment en Libye, et surtout aussi avec, si on peut dire, la situation en Centrafrique et en Éthiopie, tout récemment avec le conflit dans la zone du Tigré. Tous ces conflits, on peut dire, ont des vases communicantes, comme je l'ai dit, et ils ont tendance à si on peut dire, s'enflammer dans ce sens. Donc, on peut dire les attaques, la multiplication des attaques au Mali ici, notamment au centre, peut être due à des facteurs exogènes et endogènes en même temps. Des facteurs endogènes, une complexité, il veut dire. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je pense que l'analyse est pertinente. À cela également, on peut ajouter rapidement un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer la recrudescence ou la répétition des attaques à l'encontre de tout ce qui semoule l'État, en l'occurrence les éléments de force défense et de sécurité. C'est vrai que si vous prenez un peu, notamment pour les cas précis du centre du pays, de plus en plus, nous assistons à des signatures des accords locaux entre les communautés en proie à l'insécurité, notamment à Dogompel, lesquels accords locaux, incontestablement, vont faire de frustrer. Donc, les groupes ou le groupe Skill qui ne se sentent pas concernés par ces accords locaux pourraient être à l'origine des actes de sabotage à l'égard de ces accords locaux signés, facilités par le Centre de dialogue humanitaire qui est une ONG. Un autre aspect important, il ne faut quand même pas l'oublier, M. Kinda fait bien le lien entre la connexion ou cette connexion qui existerait entre les différents groupes de violence ou les entrepreneurs de violence. C'est vrai, quand on prend le cas du Mali, il faut toujours revenir sur, à la limite, la typologie des acteurs de violence. C'est vrai, il y a des attaques qui sont perpétrées du fait des actes terroristes, d'autres du fait des tensions communautaires, d'autres également du fait des bandits armés. Mais quand on regarde les attaques récentes aujourd'hui, avec une lecture beaucoup plus soutenue, attentive, ce sont des attaques qui nous indiqueraient plus
si vous voulez, la posture des bandits armés ou des trafiquants, parce que n'oublions pas quand même que quand vous voyez des attaques qui sont dirigées contre des postes de sécurité, des éléments de force de défense et de sécurité, ça interroge à combien cette question de mobilité aussi des trafiquants, elle est fondamentale. Lorsque les trafiquants ont du mal à se mouvoir à l'intérieur des localités, naturellement, les postes deviennent des cibles privilégiées. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est vrai, les attaques ne peuvent être florissantes que seulement si des cellules dormantes ou de complicité locale sont activées. Mais fondamentalement, quand on regarde un peu pour les cas de sang, même dans une bonne partie également de la région de Sikassio, ce sont des attaques, certes, elles sont étiquetées extrémistes violentes, mais à l'analyse, on se rend compte que ce sont des attaques qui seraient plutôt l'œuvre des bandits armés qui veulent plutôt perturber la quiétude de l'appareil d'État, parce que ce sont quand même des localités qui débouchent sur les régions du centre et celles même des pays voisins tels que le Burkina et le Niger, même la Mauritanie à certains égards. Donc naturellement, ces groupes ou ces bandits armés chercheraient à rendre l'appareil sécuritaire beaucoup plus défaillant afin de se mouvoir avec une certaine aisance, sans pour autant nier non plus certaines attaques qui pourraient être attribuées aussi à ceux-là qui se battraient au nom du référentiel musulman, notamment les terroristes. Aboubakar Maïga, pour Dr Tunkara, cette recrudescence d'attaques s'explique par plusieurs facteurs, dont les cellules dormantes qui seraient activées. Est-ce que vous partagez son avis? Bonjour tout le monde, bonjour mes chers co-débatteurs. Et oui, quelque part, je partage vraiment ce qui viennent d'annoncer mes co-débatteurs, c'est-à-dire ce qui est lié justement aux bandits armés et puis aux groupes terroristes et puis à tout ce qui se passe actuellement dans cette région du Mali. Mais moi, je dirais plutôt que c'est surtout peut-être les attaques qui se déroulent actuellement peuvent être surtout liées à des groupuscules de terroristes qui veulent se faire valoir ou bien se faire connaître pour pouvoir prendre part à des dialogues ou bien se faire connaître pour pouvoir se faire important. Sinon, si ce sont les bandits en fait ont tendance à donner une illusion de sécurité quelque part pour pouvoir s'attaquer aux paisibles populations. Moi, ce que j'ai vu vraiment dans les régions du Nord, c'est que les bandits s'attaquent généralement aux paisibles populations qui circulent sur les routes d'accès à des villes comme Gao, Ansongo, Sévaré, Banyagara, et ainsi de suite. Ils ne s'attaquent pas directement, les bandits ne s'attaquent pas directement aux forces de sécurité, de peur des représailles aussi asymétriques qui puissent peut-être les neutraliser tout d'un coup. Quels sont selon vous les objectifs visés par ces attaques? Bon, aujourd'hui, je pense que dans la région de San, si San est attaqué, évidemment, nous pouvons nous sentir directement concernés ici à Bamako, à Ségou et dans les autres régions du Sud. C'est pour nous faire comprendre qu'on peut nous attaquer jusqu'au Sud, on peut nous attaquer partout où nous allons nous réfugier et qu'il n'y a plus de refuge possible pour les Maliens et qu'ils ne sont nulle part en sécurité. C'est vraiment le message que ces groupes terroristes veulent nous envoyer. Et je pense qu'on doit prendre vraiment ces attaques-là au sérieux et pour essayer de songer à une stratégie de riposte afin de les juguler, de les arrêter dès maintenant afin que la situation ne soit pas hors contrôle. Effectivement, vous avez parlé de l'attaque de San, notamment la gendarmerie de San qui a été attaquée hier soir. Nous allons écouter le gouverneur de la localité, colonel Ousmane Sangaré, qui nous donne des raisons de cette attaque.
Moi-même, j'étais sur le terrain depuis hier. J'ai sillonné la ville hier soir, j'ai fait la patrouille avec la forçate qui est là. C'est ce qu'ils sont en train de dire exactement sur les réseaux sociaux, faisant allusion à 12 morts. Ça, c'est une fausse information. Personne n'est mort. Il y a eu un seul blessé qui a été notamment évacué sur Ségou, qui est actuellement pris en charge au niveau de l'hôpital de Ségou. Voilà, donc c'est le seul cas de blessés qu'on a eu. Il y a eu quand même des dégâts matériels sur le terrain, 4 véhicules calcinés, 2 motos brûlées. La brigade, contrairement à ce que certains ont dit, n'a pas été brûlée. Les véhicules ont été brûlés dans la cour de la brigade, mais pas la brigade. Voilà, donc la brigade n'a pas été brûlée. Les cas de 12 morts là ne sont pas vrais. Personne n'est mort, Dieu merci. Sur la page Facebook de Studio Tamani, certains internautes se posent la question, notamment à Michel Kamati qui se pose des questions. Pourquoi les forces armées sont toujours attaquées et elles ne se défendent pas et ne font que subir? Pourquoi les forces de défense et de sécurité sont attaquées à l'improviste? C'est que c'est une donne qui est propre à la guerre asymétrique. On n'a pas cessé de le dire, nous sommes dans un contexte où les belligérants sont inférieurs en termes de force de frappe militaire, donc ils adoptent une sorte de méthodologie de guérilla. Et cette méthodologie de guérilla, elle s'adapte sur le terrain par rapport à la faiblesse, aux forces de faiblesse et des forces de défense qu'ils ont en face d'eux. Donc, moi je dirais, même la plus grande armée au monde serait à mal de prédéfinir avec exactitude le comportement de ces groupuscules. Mais qu'à cela ne tienne, comment prévoir ce genre d'attaque? Ça ne va pas sans les moyens de renseignement. Dans cette guerre, les moyens de renseignement font vraiment défaut à notre État. Il va falloir qu'il y ait une sorte de sursaut, de réforme, si je peux dire, en profondeur de cet outil de renseignement dont nous disposons. Par rapport à ce que le professeur a dit, c'est vrai, il y a des groupes armés qui ont d'autres objectifs qui ne sont pas religieux par rapport à ces attaques. Mais il ne faut pas oublier, notamment par rapport à la vallée du fleuve Niger, que très généralement, c'est des groupuscules à tendance religieuse qui ont le vent en poupe. Et très généralement, ils ont des objectifs économiques. Dans les zones risicoles de Nyono, Massina, qui contrôlent pratiquement toute cette activité agricole. Pas plus tard qu'avant-hier, j'y ai été et j'ai vu que la situation est complètement catastrophique. Il y a de ces hectares, de plus de 200 hectares, 300 hectares, des centaines d'hectares qui sont à l'arrêt actuellement, qui ne peuvent pas travailler sans pour autant se soumettre aux desiderata de ces groupes islamistes. Et c'est cette même connexion qui remonte vers le sud du pays, notamment dans les zones de Sikasso. Ségou, Sikasso, c'est proche. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une attaque tout récemment à Eremakono. Les postes, c'est très généralement les postes des forces de défense qui sont visés. C'est vrai, le gouverneur vient de dire dans ses propos qu'il n'y a pas eu assez de morts, Dieu soit loué, mais il ne faut pas oublier que ce qui est fondamental dans ce genre d'activité, c'est le caractère psychologique de l'attaque. C'est pas moins de 100 km, si on peut dire 100 km de Ségou. Ségou est très proche de Bamako. On peut dire que Ségou est la deuxième capitale du Mali. Donc une attaque de cette ampleur, notamment dirigée contre une brigade territoriale, qui est un symbole de l'État en termes de défense et de sécurité, donc ça apporte un coup immense par rapport à la psychologie de la population. Vous avez parlé d'un défaut de renseignement. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer ce renseignement-là? Le renseignement typique actuellement par rapport à tout ce phénomène djihadiste depuis 2003, les attaques du World Trade Center jusqu'à nos jours, a beaucoup changé. C'est que nous sommes toujours accolés à ce schéma de renseignement, si on peut dire, coloniaux. Donc, il va falloir que l'État puisse associer des centres d'intérêt, notamment des groupes de réflexion, des scientifiques, à cette activité de renseignement. Le meilleur outil de renseignement, ce n'est pas le renseignement militaire, c'est le renseignement civil qui se fait en catimini, pas avec des gens qui ont des armes et des gens qui sont visibles. Le meilleur renseignement, c'est le renseignement invisible. Mais malheureusement, en ce qui concerne les outils de renseignement au Mali, il est à observer que c'est généralement les forces de l'ordre qui
les policiers, les militaires qui jouent ce rôle. Moi, je crois qu'un meilleur renseignement aussi va avec une sorte de coopération, de proximité avec les populations en place. Il va falloir que les populations en place se sentent, si je peux dire, inclus dans ce processus de prise en charge de la question sécuritaire. C'est eux qui connaissent le terrain et c'est eux qui peuvent donner les meilleurs renseignements. On peut ajouter à cela aussi la cartographie d'un renseignement. Il n'y a pas de cartographie de renseignement au Mali. Ça se fait du tas en tas, ça se fait du coup en coup. Donc il va falloir que l'État fasse une sorte de réflexion en profondeur de cet outil de renseignement qui est prépondérant, je le dis. Aucun pays n'a pu prendre à bras le corps la question terroriste sans pour autant mettre le doigt sur ce côté-là. Les internautes de Studio Tamani estiment qu'il y a une lenteur dans la réponse des forces armées et de sécurité. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette lenteur? Oui, non, la lenteur, oui, parce que quand on regarde un peu la nature de la guerre insurrectionnelle, il faut quand même qu'on l'explique un peu à nos téléspectateurs auditeurs. Sommes-nous en face d'une guerre dite insurrectionnelle, naturellement, qui s'appuie sur des causes latentes, des causes non visibles et des causes visibles en termes de délivrance des services sociaux de base par l'État central. Donc clairement, ce sont ces frustrations liées à la manière dont la justice est distribuée, ces frustrations liées à la façon dont les agents de l'État, en l'occurrence les forces de défense et de sécurité, spolient quand même à certains égards les communautés qui sont exploitées par ces groupes radicaux violents. Mais dans le même temps, rappelons quand même que ces attaques récentes, naturellement, interrogent aussi à combien, Daouda l'a bien dit, le renseignement humain est précieux. Parce que quand on parle de la guerre insurrectionnelle, malheureusement, c'est une forme de guerre qu'on ne peut pas apporter les mêmes réponses classiques des guerres qu'on connaît entre des États. Donc, ce qui fait que, effectivement, le sentiment d'avoir des réponses tardives aux yeux des communautés reste un sentiment partageable. Non, pourquoi? Parce que si vous regardez quand même dans ces différentes localités aujourd'hui, à certains égards, vous êtes même étonné. Comment peut-on expliquer que des gens viennent en moto, une vingtaine, voire une cinquantaine dans certains cas, qui traversent quand même, ou qui ont traversé des villages entiers, sans que ces différents territoires ou ces différents terroirs n'informent les éléments de force de défense et de sécurité. Donc cette duplicité, cette complicité que manifesteraient certaines dynamiques locales vis-à-vis aussi de ces entrepreneurs de la violence rendrait davantage plus compliqué les réponses qu'ils sont apportées. Attention, c'est vrai, je comprends, les gens sont dans les sensationnels. Imaginons, 5-10 personnes viennent en moto, s'attaquent à une position de la gendarmerie ou de la garde nationale. Très souvent, les éléments de réponse qui vont être apportés sur le coup risqueraient de ne pas être sérieusement fournis par des renseignements plausibles. Or, chaque réponse déshéritée des renseignements pourrait basculer, ou en tout cas pourrait nous conduire à des violations graves des droits de l'homme. Donc on risquerait de s'attaquer à des populations paisibles en les confondant. Effectivement, M. Kamati veut savoir si la question de la sécurité est prise au sérieux par les autorités maliennes. Incontestablement, il y a des failles qu'on peut reprocher effectivement à ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, mais reconnaissons quand même du coup d'État aujourd'hui, s'il y a quelque chose de salutaire, il y a cette volonté affichée quand vous échangez un peu avec l'élite militaire au pouvoir, d'être à l'écoute de ces communautés en proie à l'insécurité. C'est une volonté aujourd'hui qui est clairement exprimée par l'état-major. Mais dans le même temps, ce n'est pas pour rien que, c'est vrai, les gens ne comprennent pas tout ce qui se dit à travers les médias, ou même à travers l'État central. Cette notion de sécurité, si vous voulez, de proximité, ou même de police de proximité, sous-entend qu'effectivement, l'élite militaire sait pertinemment qu'aujourd'hui, elle ne peut arriver à des résultats satisfaisants que si seulement si les communautés elles-mêmes sont sérieusement impliquées dans l'offre et la demande de sécurité. Donc, de ce fait, naturellement, les différentes réponses qui sont à proposer à la suite d'une attaque terroriste doivent être des réponses malheureusement lentes, parce que si elles ne sont pas sérieusement soutenues par des renseignements, si elles ne sont pas sérieusement guidées par un certain nombre d'aspects, notamment militaires, il va de soi
que ces mêmes populations parlent d'amalgame. Il va de soi que ces mêmes populations trouvent l'État prédateur. Il va de soi que ces mêmes populations étiquettent l'État de ne pas tenir compte justement de leurs sentiments, de ne pas respecter effectivement les droits fondamentaux. Donc je pense qu'il est extrêmement important de faire attention lorsqu'on est en phase d'une guerre insurrectionnelle. Les réponses qui doivent être apportées, elles sont certes lentes, mais la lenteur n'est pas synonyme de l'absence de renseignements sérieux. Donc, que les gens comprennent qu'effectivement, on ne peut pas agir dans l'instantanéité, sinon nous risquerons de grossir davantage le rang de l'ennemi. Parce que c'est ce que quand même ces groupes cherchent. Parce que quand vous voyez qu'ils s'attaquent au symbole de l'État, ils veulent qu'on tombe dans la confusion. Ils veulent qu'on tombe dans l'amalgame, tout en disant que ce sont les Bambara, ce sont les Pels, ce sont les Dogons. Donc lorsque un État central va agir dans les sensationnels, il va de soi qu'il succombe au charme du raccourci, lequel raccourci malheureusement pourrait aggraver davantage les situations conflictogènes. Aboubakar Maïga, est-ce que vous partagez cet avis? Les réponses apportées doivent être lentes pour ne pas grossir le camp de l'ennemi? Bon, moi je pense déjà qu'il faut s'attaquer déjà aux sources du problème. Les sources du problème, c'est quoi? C'est le manque d'emploi, le manque d'écoles, le manque d'activité pour les populations locales. Il faut comprendre que depuis 2012, il n'y a pas d'école dans certains endroits du Mali. Il y a plus de 2000 écoles qui sont fermées. Et dans ces régions, que ce soit au niveau de la région, des régions du Nord ou bien de ce qu'on appelle aujourd'hui les centres, en fait, les enfants n'ont pas d'activité, ce qui crée justement un réservoir idéal des ressources humaines pour les recrutements, comme on appelle, au niveau des différents groupes djihadistes ou des terroristes. Effectivement, Mamoudou Sagara. Effectivement, Mamadou Sagara, un des internautes de Studio Tamani, veut savoir quel avenir serait réservé pour ces enfants dans ces zones d'insécurité. Oui, pour l'instant, justement, c'est le problème auquel notre État doit justement tenter de répondre. Créer des conditions idéales pour que l'État soit effectivement représenté dans tous ces services au niveau de ces régions, que les écoles s'ouvrent, que les enseignants aussi partent enseigner et que les juges et puis tous ceux qui doivent assurer les services minimums puissent retourner dans les localités concernées afin de donner les services nécessaires à ces populations. Sinon, ces populations sont laissées à la fois à elles-mêmes et on leur demande encore de ne pas chercher d'autres alternatives pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Non, les gens veulent vivre. L'insécurité et puis la situation qui a été créée depuis 2012 a trouvé des gens là-bas qui ne se retrouvent plus en fait dans les cadres de vie créés par la situation. Et les gens s'adaptent. Et en s'adaptant, ils vont chercher là où c'est facile. Tout le monde ne peut pas travailler dans les organismes internationaux qui interviennent dans ces régions. Pour ça, il faut un diplôme. Est-ce que vous voyez? Et tout le monde n'a pas le diplôme parce qu'il n'y a pas eu d'école. Et il y a beaucoup de gens qui sont illettrés, qui vont facilement se faire enrôler par les uns et les autres ou bien s'adonner au banditisme résiduel auquel on assiste dans ces différentes régions-là. Donc, il y a non seulement l'école et l'absence d'administration, et puis il y a aussi le manque d'école. Et plus à ça, vous avez parlé justement des réponses c'est-à-dire du retard qu'acquise chaque fois nos forces de sécurité vis-à-vis des attaques qu'on considère tout le temps comme étant des attaques de surprise. Il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que nos forces de sécurité doivent toujours rester aux aguets. Moi, j'ai parcouru récemment, comme on appelle, la région de Gao. J'ai vu la façon dont, en fait, les forces de la MINUSMA ou bien Barkhane sont autant prudents, vigilants vis-à-vis, en fait, de quelqu'un qui puisse s'approcher de leur position. Mais les forces de sécurité, nos parents, nos frères, nos sœurs qui sont là-bas, vous pouvez les voir des fois seuls se promener sans armes. Hein? Et puis, il y a certains qui sont arrêtés aussi, vous pouvez les approcher facilement, ils n'ont même pas l'arme en position de tir. Ça donne en fait l'impression que nos forces de sécurité ne mesurent pas l'ampleur, en fait, la gravité de la situation d'insécurité dans laquelle nous sommes. Nous-mêmes qui sommes des civils, nous avons peur, a fortiori eux.
Donc, il y a des gens qui viennent constater les positions, qui les regardent, et après ils vont informer d'autres personnes. Et vous savez, ces terroristes, ces bandits-là, ce sont des gens qui vivent avec nous, ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Et comme ils vivent avec nous, on ne peut pas les distinguer. Est-ce qu'on ne peut pas distinguer les terroristes? Il est difficile? Oui, bon, à l'état actuel des choses, ça serait difficile. Même si il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Les terroristes, ils sont organisés de la manière dont un État est organisé. Il y a le noyau dur qui est constitué des nationaux et des non-nationaux. Il y a aussi les éléments, si on peut dire, ceux qui sont les bras armés, notamment dont le professeur faisait allusion, qui peuvent être des adeptes religieux ou pas, mais quand même qui profitent de la situation de chaos, qui aussi fait le lit de l'expansion du terrorisme. Par rapport à... J'aurais aimé revenir un peu sur les propos du professeur. Le renseignement dont on parle, notamment notre collègue qui est au téléphone l'a dit, moi je pense que ce n'est pas un renseignement a posteriori, c'est surtout un renseignement qui aurait un but a priori. Il y a de meilleurs renseignements qu'un renseignement qui peut mais qui doit éviter... donner ce meilleur renseignement? Non, l'outil de renseignement, relève de l'État. Ça relève de l'État, mais il doit avoir un accompagnement général de la population, on le dit. Donc vous voulez dire que l'État a failli quelque part? Oui. Défaillant, c'est pour cela qu'on est là déjà. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il ne faut pas oublier aussi que l'objet qui fait beaucoup de couac, c'est surtout le modèle de développement qui est dans notre pays. On le sait, nous dépendons beaucoup des aides étrangères. Et ces aides étrangères, comme l'a dit notre collègue au téléphone, ce n'est pas aussi, si on peut dire, le management n'y est pas. Les populations qui sont sur place, qui doivent être les bénéficiaires, ne se sentent pas très impliquées. Si on peut dire, ils se sentent moins impliqués dans ce processus d'aide étrangère. Donc, il y a la corruption aussi, il ne faut pas l'oublier. La corruption est là. Mais par rapport à ce qui se trouve être... si on peut dire la réponse militaire ou la réponse des forces de défense. Selon vous, qui sont derrière ces attaques-là? Qui sont derrière ces attaques? C'est qu'il y a beaucoup de facteurs. Vous qui êtes dans une région comme Yono et que vous ne parvenez pas à aller au champ et qu'il y a la famille, vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins, vous serez tenté de rejoindre ces gens. Ces gens qui ont le monopole du terrain et qui ont les armes en main. Donc, il n'y a pas un facteur homogène qui peut dire que ce monsieur est à la base du problème. Mais il faudrait se dire qu'il y a des éléments, comme je l'ai dit, des noyaux, des gens qui entretiennent le statu quo. Ce statu quo, les avantages par rapport à l'État. Et c'est eux qui sont, si on peut dire, l'essence qui distille un peu toute cette tendance d'insécurité. Les autorités maliennes parlaient à un moment donné, il y a quelques mois, d'une montée en puissance des forces armées maliennes. Ces dernières ont-elles baissé la garde? Alors, c'est vrai que cette montée en puissance-là, je crois qu'elle remonte du président Ibrahim Boubacar Keïta en son temps. On nous a quand même beaucoup vendu cette montée en puissance. Mais reconnaissons quand même que des efforts sont en cours ou ont été déployés de 2012 à aujourd'hui en vue d'arriver. Oui, quand vous regardez tous ces programmes de sécurisation des centres du Nord, quand vous regardez même l'opération Maliko, d'autres types d'opérations également, naturellement, sont des opérations, entre autres, qui ont pour finalité de rendre davantage nos éléments de force de défense et de sécurité beaucoup plus pertinents, beaucoup plus efficaces dans la lutte contre ces groupes radicaux violents, extrémistes. N'oublions pas que sommes-nous en face d'une combinaison d'acteurs de la terreur ou d'acteurs de la violence. D'une part, nous avons
des bandits armés ou de ce qu'on pourrait qualifier de la criminalité organisée, des hommes qui se battent au nom du référentiel musulman, qui sont les terroristes. Mais dans le même temps, nous avons aussi quand même des tensions liées à ces conflits locaux, tous ces affrontements entre les communautés. Et d'autre part, nous avons aussi quand même, à ne pas l'oublier, ces trafiquants qui ont toujours existé dans ces différentes localités. Pour rappel, quand on parle de Mohamed Rougbi, côté malien, d'ailleurs, comme shérif, cocaïne côté Niger, en passant même par Hamza, comment dirais-je, Al-Afghani. Donc ce sont quand même des acteurs qui sont très connus quand on s'intéresse un peu à la cartographie de ces acteurs qui parfois sont en complicité, certes, de vendeurs de drogue ou même de passeurs de migrants, mais qui sont parfois en complicité avec ces groupes radicaux violents pour des questions de mobilité. Donc ce qui fait qu'il est difficile d'attribuer une attaque quelconque à un seul groupe sans pour autant établir ce pont, parce que ce sont quand même des alliances opportunistes ou circonstancielles. Alliances opportunistes, imaginons que la Katiba de Hamadou Koufa entend mener une attaque de grande envergure, il n'y a rien d'étonnant qu'elle sollicite l'aide de l'État islamique, par exemple. Effectivement, Mamadou Idrissa Adjara, qui veut savoir si le retard du lancement de la fonction en public des collectivités territoriales est-il lié à la recrudescence de l'insécurité au Mali? Attention, il faut qu'on comprenne une chose. C'est vrai, même si il y a un concours toutes les semaines, c'est pas évident qu'on arrive à une fin aussi facile de cette insécurité liée au terrorisme. Il faut pas que je reconnais aisément des facteurs structurels ont été évoqués par Dr Maïga, notamment cette question d'employabilité des jeunes, le fait que les différentes ONG, organisations non gouvernementales qui opèrent dans des zones en conflit viennent avec des acteurs déjà recrutés à partir de Bamako, à partir des centres urbains, de même également toutes ces fragilités liées à la non-mobilité des populations, de faire des va-et-vient entre les différentes foires, tout cela a un lien avec l'insécurité. Mais attention, c'est trop simpliste de lier cette recrudescence d'attaques à des fins économiques. Quand vous faites la typologie d'acteurs de violence, notamment, il y a quand même un certain nombre d'instituts sérieux, tels que l'ISS, Institut de sécurité, Courageous Group, et même le CERM également, le Centre d'études pour le Mali, sont des structures qui ont mené des études récentes, lesquelles études sont effectivement ont mis en évidence cet élément lié à l'économique. Mais l'économique à lui seul ne suffit pas. Sommes-nous en phase de temps, si vous voulez, il y a toute une connexion de facteurs pour expliquer la violence. Il n'y a pas qu'un seul facteur pour dire oui, l'attaque terroriste serait liée juste à l'employabilité ou serait juste liée au comportement des agents de l'État ou serait juste liée à la fermeture d'école. C'est trop simpliste. En fait, la complexité du phénomène et l'hybridité, enfin, il faut faire simple, si vous voulez, la complexité du phénomène, qui est le terrorisme, mais dans le même temps, cette volatilité, le fait que les acteurs de la violence sont quand même parfois groupes signataires, sont aussi terroristes, sont même parfois dans les tensions communautaires, tout cela rend la lecture encore plus complexe, mais surtout que nos téléspectateurs et auditeurs gardent à l'esprit qu'on ne peut comprendre cette guerre insurrectionnelle que si seulement si nous nous donnons la peine de faire une lecture croisée des facteurs. Seule cette lecture croisée des facteurs pourrait aider à comprendre davantage le pourquoi de ces dynamiques conflictuelles aujourd'hui, tant dans les régions du nord du Mali ainsi que celles du centre du pays. Aboubakar Maïga, est-ce que vous partagez cette analyse de Dr Tunkara qui dit qu'il ne faut pas lier le fait économique à cette recrudescence d'insécurité? Oui, moi je comprends qu'il y a des enjeux bien sûr sociétaux et des enjeux aussi communautaires, politiques, mais les facteurs économiques restent encore prépondérants, on ne peut pas négliger, lui-même il y consent déjà, donc moi je pense qu'il faut analyser sous l'angle aussi justement de la faiblesse de l'État, de la prise de pouvoir par les communautés et les groupes d'autodéfense, là où chacun essaie justement de s'affirmer et puis de défendre sa communauté. Et là où justement encore que les groupes terroristes aussi interviennent et ces groupes-là aussi sont ethnicisés
et comment on appelle, identifiées de façon communautariste. Donc ça peut nous amener à nous poser beaucoup de questions. Quand il y a ces attaques, les gens peuvent se demander, mais qui l'a fait? Quelle communauté l'a fait? Qui est derrière ça? Il y a tellement d'acteurs aujourd'hui qui interviennent que les questions sont nombreuses et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse concrète. Donc, moi, je pense que la meilleure des solutions doit venir justement de l'État. L'État qui doit s'assumer et qui doit faire tout pour que sa sécurité ne soit pas gérée par les groupes d'autodéfense. Effectivement, les autorités militaires étaient sur le terrain il y a quelques jours pour remonter le moral des troupes. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas avec les décisions prises avec les militaires sur le terrain? Qu'est-ce qui ne va pas avec les décisions prises par les militaires sur le terrain? C'est aux militaires de demander, parce qu'ils sont les seuls à le savoir. Nous, ce que nous constatons, c'est que dans certaines régions, il y a, surtout au niveau des régions du Nord, il y a les signataires justement de l'accord qui interviennent pour la sécurité. C'est-à-dire que l'État sous-traite sa sécurité avec ces gens-là. Il y a Barkhane qui intervient aussi dans les régions du Nord. Au niveau du centre, ce sont les groupes d'autodéfense. On a même vu Kassan. Il y a des images qui circulent actuellement avec des dossos qui se pavanaient dans la gendarmerie et se faisaient filmer comme si ces dossos-là venaient au secours en fait de l'armée. Ça, ce sont des images qu'on ne doit pas voir dans un pays vraiment qui se respecte, où les militaires commencent justement à donner une certaine image, comme on appelle, de confiance des renouveaux, vous voyez, non. Et si on voit cette groupes d'autodéfense revenir sur le devant de la scène, ça va au détriment de l'image de nos militaires, de nos forces de défense et de sécurité. Moi, je pense que les militaires doivent vraiment asseoir une stratégie forte. S'ils doivent conjuguer avec les groupes d'autodéfense, qu'ils les déclarent, qu'ils collaborent avec eux officiellement. S'ils doivent sous-traiter leur sécurité dans certaines zones avec ces groupes d'autodéfense, qu'ils le fassent et qu'on sache que oui, dans telle partie, les militaires ne sont pas là-bas, ce sont les groupes de défense, les groupes communautaires qui interviennent. Monsieur Kinda, est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle il faut que les forces armées collaborent avec ou rallient avec les groupes d'autodéfense? Je crois que le docteur Maïga a employé ainsi, s'il faut vraiment collaborer avec eux. Moi, je dirais par rapport à cette problématique, je dirais que de par le temps, de par les faits militaires du monde, on a vu... qu'il y a lieu de le faire? On peut le dire parce que notre armée a un problème d'effectif par rapport à la dimension même du pays. Nous sommes très peu, on est entre 17 000 et 18 000 troupes. C'est que c'est très peu, mais il ne faut pas oublier aussi que l'emploi des milices a été constaté de par, comme je l'ai dit, de par l'histoire militaire du monde. Aux États-Unis, il y a des milices qui contrôlent effectivement le sud du pays qui fait frontière avec le Mexique, des milices qui sont armées. Au Mexique déjà, pour combattre les cartels, il y a des milices qui sont formées par des citoyens des quartiers qui sont impactés par ce phénomène d'insécurité des cartels, qui se battent contre cela. Possible au Mali? Les milices, c'est sensible, c'est une question sensible. Mais moi, je crois qu'on peut remédier à cela avec un dialogue poussé entre l'État, l'appareil d'État surtout, et ces milices. Il ne faut pas oublier non plus que ces milices existent parce que l'État n'est pas présent sur cette zone. Le Premier ministre a fait mention de redéploiement des forces de sécurité sur ces zones-là. Moi, je m'en tiens à une déclaration, je crois, de Dana Mbasabou ou autre. Ils ont dit que si l'État serait présent dès aujourd'hui sur le terrain, eux, ils seront prêts à se désarmer le lendemain. Effectivement, quelle a été l'utilité du plan de sécurisation intégré du centre du pays quand on sait que ce plan-là a pour objectif d'établir l'autorité malienne? Ce plan, je crois, était un peu lancé, comme l'a dit M. Tounkara, mais avec le coup d'État à Bamako ici, je crois que les choses ont été mises en berne un peu. Mais avec la déclaration du PAG, du Programme d'action générale du
du Premier ministre, je crois qu'il va falloir qu'on donne un peu de temps au gouvernement pour voir effectivement s'ils vont changer la donne sur place. Parce que tout ce qui est problématique, c'est de prendre en compte les besoins urgents de ces populations par rapport à la sécurisation et de leurs personnes physiques et de leurs biens. Ce serait déplorable qu'on puisse tergiverser à Bamako ici, alors que des cultivateurs qui sont dans le centre du pays ne peuvent même pas faire la récolte. La situation ne se sent pas maintenant, mais moi j'ai très peur que dans 2 ou 3 ans, effectivement dans des zones comme Banamba, Menaka, on a déjà constaté le hausse des denrées de première nécessité. Ça, c'est des statistiques qui sont données par le SILS, notamment dans leur bulletin d'information tout derrière moi. Je crois que c'est des facteurs latents qui vont malheureusement s'amonceler et dans un futur proche ou lointain, ça va exploser et ça va encore envenimer la chose. Est-ce qu'un maillage sécuritaire est-il possible dans ces zones-là? Oui, le maillage, il est en cours, mais sauf qu'il n'est pas satisfaisant. Non, je pense que cette question... Et qu'est-ce qu'il faut pour la renforcer? Alors, concrètement, rappelons-le quand même. Aujourd'hui, si les communautés en proie à l'insécurité ont un point commun, c'est le fait qu'elles ne se sentent pas impliquées effectivement et réellement dans la définition de l'offre et la demande de sécurité. Je pense qu'une des finalités recherchées par l'opération Kélétigui, même l'opération Maliko, consisterait à comment rapprocher davantage l'appareil sécuritaire par les communautés. Ça aussi, ce ne sont pas que des discours. C'est là que l'élite militaire doit être quand même interpellée aujourd'hui. Sommes-nous dans une transition qui est fortement incarnée par des officiers supérieurs. Ces officiers supérieurs aujourd'hui ont l'obligation de faire en sorte que les hommes qui sont sur les différents théâtres d'opération soient exemplaires en termes de comportement, que ces hommes soient effectivement au service de l'État et non l'État soit à leur service. Mais malheureusement, dans ces différentes localités en proie à l'insécurité, jusqu'ici quand même si ça n'a pas commencé il y a 6 mois de cela, les populations ont le sentiment que ces éléments de force de défense et de sécurité, ces magistrats et même ces agents des eaux et forêts seraient plutôt là pour les raqueter. Donc, on a beau être soucieux de cette prise en compte du local, si l'on n'est pas exemplaire dans notre agir, si l'on n'est pas exemplaire dans notre comportement. C'est une des raisons qui explique le pourquoi... Aujourd'hui, on regarde la dégradation, de la dégradation sécuritaire. Quelles réponses efficaces faut-il? Les réponses, elles sont plurielles. Parmi celles-ci, très rapidement, il faut plaider pour le retour d'un État utile. Attention, un État, pas que le retour de l'État, mais un État utile. C'est-à-dire? Les populations ne veulent pas un État qui les raquette. Les populations ne veulent pas voir un État incarné par des magistrats corrompus. Les populations ne veulent pas un État incarné par des enseignants chômeurs. Les populations ne veulent pas justement voir des gens qui n'obéissent pas à l'orthodoxie et à la morale. Donc il est extrêmement important, si vous avez fait attention, la dernière réunion présidée par le Premier ministre Wan a mis l'accent sur ce retour de l'État utile. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce retour d'un État utile passerait par l'exemplarité de ces acteurs qui doivent l'incarner, cet État. Mais dans le même temps, dernière instance, c'est quand même important aussi que ces communautés aussi comprennent que dans la durée, un groupe radical ne peut pas tout offrir une école de qualité, non plus des infrastructures sanitaires de qualité. Donc, l'État est le garant de toutes ces insuffisances auxquelles ces populations souffrent aujourd'hui. Aboubacar Maïga, quelle réponse faut-il au regard de la recrudescence de cette insécurité au Mali? L'État, moi je pense que l'État c'est l'autorité. L'autorité doit être visible. L'État doit se faire voir. Les gens doivent sentir l'État. Et je pense que ce soit nos militaires ou bien l'administration, tout doit être fonctionnel dans les zones ou bien dans les localités sensibles aujourd'hui pour que les populations se sentent en sécurité. On doit définir une stratégie qui va permettre justement de ramener l'État de façon efficace et effective dans ces zones touchées aujourd'hui. Aboubacar Maïga, on n'a pas assez de temps, on va donner le temps à Kinda de réagir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que l'État a le moyen? L'État n'a pas les moyens, vu que l'État doit se faire les moyens de sa politique
concomitamment à tout ce qui a été dit, moi je crois que l'État doit vraiment accompagner les initiatives locales. On a eu le forum de Nyono qui a été bon an mal an, mais moi je crois qu'il y a ces initiatives, notamment dans le pays d'Ogon, avec la plateforme Union d'Ogon et que les voisins, que l'État doit vraiment initier et accompagner. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce grand dialogue. Merci à nos invités. Merci à Dr Ali Tunkara, sociologue et directeur des études du Collège sahélien, du Centre d'études au Sahel, Daouda Kinda, politologue, Aboubakar Abdoulouahidou Meiga, enseignant-chercheur à l'Université de Lettres et de Sciences humaines de Bamako, à la régie vidéo Peting Gadjara, à la mise en de Salim Djouara. Ce débat a été coordonné par Mohamed Touré. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.